Aujourd'hui, nous allons continuer notre partie sur l'apprentissage automatique avec l'Internet des objets. Et aujourd'hui, j'ai prévu qu'on fasse un peu de pratique pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on utilise la visualisation des données avant qu'on puisse implémenter notre modèle. Comme on l'a vu récemment, il y a plusieurs librairies utilisées pour l'affichage des données. Et aujourd'hui, on va entrer en détail et voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Aujourd'hui, nous allons surtout découvrir comment utiliser Python pour analyser et visualiser les données réelles. Et ici, par exemple, des températures enregistrées dans différentes villes du monde et des étapes qui sont bien sûr utiles, essentielles en machine learning et en intelligence artificielle. Bien sûr, car avant de créer, comme je l'ai dit, avant de créer un modèle, on doit toujours d'abord comprendre les données qu'on a en disposition. Et aujourd'hui, pour cette pratique, je vais utiliser des données de température provenant d'un fichier ici que vous voyez, appelé ctTemperature.csv. Et ça se trouve sur ma machine ici, je l'ai téléchargé en ligne dans un dossier qui s'appelle Data. Et si j'ouvrais ce document, vous allez voir qu'il contient plusieurs données et plusieurs lignes de code, parce que pour pouvoir valider que réellement, oui, je suis en train d'utiliser mon modèle efficacement, on doit toujours utiliser des données, beaucoup de données, pour pouvoir analyser ce qu'on a. Oh, pardon. OK. Vous voyez par exemple ici, j'ai des régions en Afrique, des pays, country, state qui n'est pas précisé, city, mois, date, année et la température moyenne. Laisse-moi agrandir comme ça. Donc, ce que vous voyez ici, région, country, state, city, month, day, year, average temperature, c'est ce qu'on appelle des futures. Les noms des colonnes, on les appelle des futures. C'est ça qui nous aide à pouvoir analyser nos données. Et les données, c'est à partir de la ligne numéro 2 jusqu'à la ligne... laisse-moi descendre. Bien sûr que j'ai beaucoup de données. Jusqu'à la ligne, vous voyez, 100 000, 1 048 576. Et ça, c'est le Middle East State Oman. Et Muscat, ça c'est le city, ça c'est le mois, le jour et l'année. Et ça c'est la température qui a été enregistrée. Vous voyez qu'il y a moins de 9. Et les températures que vous voyez ici dans ce fichier, c'est des températures qui ont été exprimées en Fahrenheit. Donc ce n'est pas en Celsius. Merci, continuons. Alors après ça, j'ai commencé par l'importation des librairies. Les librairies qui sont importantes pour pouvoir commencer notre partie. Par exemple, on a Pandas qui est utilisé dans les mathématiques, surtout, Pandas qui est utilisé dans les données, pour le traitement des données, bien sûr, l'ouverture ou bien la création d'une dataset. On utilise Pandas. On a NumPy là qui nous aide dans les calculs. On a Matplotlib pour l'affichage et le Seaborn aussi pour l'affichage. Donc, c'est ça, nos librairies essentielles du jour. On commence par les importer en exécutant cette cellule. Vous voyez, la cellule d'importation a été déjà exécutée. Et puis après ça, j'importe mon fichier en utilisant le lien où se trouve le fichier. Vous voyez que le fichier se trouve dans pratique 1 data/ctTemperature.csv. Et puis, je vais ouvrir le fichier. Pour ouvrir le fichier, j'utilise une fonction qui a été définie dans Pandas. Et puis, j'ouvre mon fichier et puis je lui accorde de la mémoire, de la mémoire qui est concrète, qui est complet, pas réduit. Et puis après ça, je peux visualiser les 5 premières ou dernières lignes en utilisant head ou tail. Si je fais head sans paramètres, comme ça, je vais afficher les 5 premiers. Et si j'utilise head avec, par exemple, 7, 8, 9 ou même 10, par exemple 8, je vais afficher les 8 premiers éléments. Exécutons ça. Je vois que j'ai de 0 jusqu'à 7. Et si je veux les 8 derniers, au lieu de head, je vais utiliser la fonction qui s'appelle tail. Donc, vous voyez que j'ai les 8 derniers éléments. Et c'est ça.
Et ça, ce sont les températures qui ont été enregistrées. Et je peux afficher jusqu'à 2 900 quelques. Bien sûr que je me suis trompé dans la description de ce que j'ai fait auparavant lorsque j'ai décrit le nombre total de données que j'ai dans ma base de données. Et puis après ça, on peut faire ce qu'on appelle la visualisation des informations constituant notre dataset. Regardez par exemple, j'ai région qui est de type objet, donc c'est une chaîne de caractères. J'ai pays, country, j'ai state, objet, mois, month, qui est de type integer, day, year, et puis la température moyenne, average temperature. Et puis après ça, ça tourne dans une mémoire de 177.4 et plus mégabytes. Donc, puisque j'ai dit que ne l'accordez pas une très petite mémoire, mais accorder cette dataset la taille requise. Donc, c'est ça, ça nous montre aussi la taille qui a été utilisée. Et bien sûr, à partir de ça, on peut même faire ceci, on peut décrire notre dataset en écrivant data.describe. Et ça peut nous aider à faire ce qu'on appelle la description complète. La description complète de notre dataset. Vous voyez par exemple, je décris uniquement les valeurs continues. Je décris le mois parce que vous vous souvenez que le mois est de type entier. On l'a vu ici. Je décris la date, le jour et l'année. Et aussi la température moyenne. J'ai combien d'éléments que ça a compté, vous voyez. J'ai la moyenne, le mean. J'ai la valeur du standard ou bien l'écart type. Ça, c'est l'écart type. Et aussi, ça, c'est la valeur minimale. La valeur, le 25e pourcent. Le 50e pourcent, c'est-à-dire quoi, la valeur au milieu. Et ça, c'est le 75e pourcent, c'est ça la valeur maximale. Et bien sûr que ça nous parlera si nous avions par exemple une valeur qui ne varie pas aussi vite. Par exemple, je peux avoir des années 1900, 1900 quelques, 1900 quelques, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Et puis, après ça, commençons maintenant de faire tout simplement un peu de hachage. Je vais créer une variable qui s'appelle city qui va tout simplement contenir Los Angeles. Et puis dans city, je vais dire que je vais récupérer seulement de quelques valeurs, donc la cité provenant de notre data. City, vous vous souvenez que dans data, j'ai ce qu'on appelle city comme future, comme colonne. Par exemple, city de San Juan, Puerto Rico. Ici, j'ai dit que je vais récupérer city et puis je vais remplir notre variable city tout en copiant toutes les cités que j'ai dans cette nouvelle colonne créée. Et puis aussi, je vais récupérer la date tout simplement en créant une nouvelle date. Vous vous souvenez que je peux créer une date en utilisant le mois, le jour et l'année. L'année, le mois et le jour en utilisant une fonction se trouvant dans Panda qui s'appelle toDateTime. Et puis après ça, je vais aussi créer une autre dataset ou bien une autre base de données contenant seulement la date et la température dans notre datacity. Après avoir fait cela, je vais charger ou bien je vais afficher les 8 premiers éléments de notre base de données, notre nouvelle base de données qui s'appelle datacity. Vous voyez que j'ai maintenant une nouvelle base de données qui ne ressemble pas à ce qu'on avait auparavant, comprenant région, country, state, city, month, day, year, average temperature. Vous voyez que j'ai seulement gardé les 3 colonnes ici, mois, jour, année, et avec la température moyenne. Et les autres éléments, je ne les ai pas supprimés. Écoutez-moi bien, je ne les ai pas supprimés, mais j'ai simplement créé une nouvelle base de données que je peux utiliser pour le traitement de mes données. Et vous voyez que j'ai ceci. Et si je fais info, datacity info, vous voyez que j'ai 2 colonnes seulement, 0 et 1, date et température. Et jusqu'ici, les températures sont en Fahrenheit. Après avoir fait cela, on va traiter les valeurs manquantes. Par exemple, je peux dire que dans notre data, aussi je vais utiliser toujours la dataset qui était déjà là. Je vais faire ceci. Je vais prendre région, country, state, city et ainsi d'autres choses, vous voyez. Et puis, je vais tout simplement essayer de voir s'il y a une valeur manquante. Valeur manquante, c'est-à-dire qu'une valeur qui est nulle ou une valeur qui est NA, not applicable.
Et puis, je vais tout simplement faire la sommation. Vous voyez? Et ça va me donner ceci. Pour le state, j'ai des valeurs manquantes. Combien vous voyez? J'ai 1 450 999 valeurs qui sont nulles. Et puis, après avoir vu cela, je vais dire remplir les valeurs manquantes par une valeur la plus fréquente. Donc, ça, c'est moi qui le dis. Tu peux le traiter autrement. Et j'ai aussi une vidéo qui parle de ça, de comment est-ce qu'on peut traiter. Soit tu peux les supprimer les valeurs contenant des valeurs manquantes, ou bien les traiter en utilisant la valeur moyenne, ainsi de suite. Mais pour le moment, moi, je vais tout simplement remplir la valeur manquante par une valeur qui revient le plus fréquent, en utilisant la fonction groupBy, qui va me retrouver le pays avec comme champ state, et puis ça va tout simplement remplir les valeurs manquantes avec le mode. Le mode, c'est-à-dire que la valeur qui revient de plus en plus fréquemment. Et si il y a quelque chose, ne faites rien. Et si c'est vide, alors maintenant, on va remplir avec pas connu. C'est juste ça. Donc, on peut remplir avec une valeur revenant le plus fréquemment. Et s'il n'y a rien, dans le même pays, s'il n'y a rien, je vais dire que la ville où ces données ont été collectées n'est pas connue. Donc, c'est ça le message que je vais remplir là. Donc, j'exécute encore ma nouvelle base de données. J'exécute cette requête. Après avoir fait cela, je peux faire data head. J'ai ceci. Et comme aussi, je peux faire aussi, essayons de voir maintenant si on a des valeurs qui sont nulles. J'exécute cette cellule et vous voyez que maintenant, je n'ai pas de valeur nulle parce que les valeurs qui étaient vides ont été remplies par les villes qui ont été récupérées dans le même pays. Et si ça n'a pas été, s'il n'y avait rien déjà donné ou bien déjà fourni comme information, ça a rempli une valeur pas connue. Donc, pour le moment, ma base de données est exploitable. Après avoir fait cela, je peux déterminer, par exemple, la valeur moyenne, le standard, tout en utilisant les fonctions qui ont été prédéfinies. Je vais utiliser la base de données DataCity que j'ai créée, contenant la température et la date comme feature, ou bien comme colonne. En exécutant ici, vous voyez que la température moyenne, c'est de 62 Fahrenheit. Et puis, la valeur standard de la température, bien sûr, c'est 8 point quelque chose. La valeur minimale, c'est moins 99. Et la valeur maximale, c'est 86. Moins 99, ce n'est pas en degrés Celsius, je vous répète, c'est en Fahrenheit. Après avoir fait cela, maintenant, je vais créer une nouvelle colonne dans notre base de données existante qui s'appelle date. Dans data que j'avais auparavant, lorsque j'ai récupéré mes fichiers, vous vous souvenez que j'ai créé, lorsque j'ai récupéré mes données dans notre fichier qui s'appelle City Temperature, je l'ai appelé data. Et maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais remplir data avec une nouvelle colonne qui s'appelle date et aussi je vais créer une autre colonne qui s'appelle average temperature C. Avant, on avait la température qui était en Fahrenheit. Je vais le convertir en Celsius et puis je vais le remplir dans notre nouvelle colonne. Donc, je vais créer deux nouvelles colonnes pour notre dataset parce que je vais l'utiliser pour les affichages qui vont suivre. Alors, vous voyez que en quittant 10 degrés Celsius, du Fahrenheit en degrés Celsius, je fais moins 32. La température en Fahrenheit, moins 32, je multiplie par 5 divisé par 9. Donc, la valeur obtenue ici, c'est la valeur qui est remplie dans notre température en Celsius. J'exécute cette cellule et en lançant le data head, vous voyez que j'ai deux nouveaux colonnes qui sont ajoutées. Il y a date et il y a aussi average temperature. Et ici, je n'ai pas donné encore plus de précision, c'est parce que j'avais testé et ça m'a donné des erreurs parce qu'il y avait des colonnes qui n'avaient pas de date. Donc maintenant, j'ai tout simplement continué à traiter les autres données, même si ça affichait une erreur. C'est pour cela que j'ai utilisé un dictionnaire. Donc, je crée un dictionnaire qui me dit tout simplement rassembler mes deux valeurs. Et puis, s'il y a des erreurs, continuer. C'est ça. Et puis, j'ai effacé toutes les valeurs qui étaient vides dans notre dataset. Et aussi, en supprimant ici, ne pensez pas que j'ai supprimé dans ma dataset, non. Parce qu'une cellule avant, donc ici, j'ai ma base de données qui est complète, donc qui est comme étant définie initialement.
Aha. Après avoir fait cela, j'ai notre nouvelle colonne qui s'appelle date et average temperature in C. Donc, 64 degrés, 64,2 degrés Fahrenheit équivaut à 17,88 degrés Celsius. Et ainsi de suite. Aha. Après avoir fait cela, on va commencer par le line plot. On va commencer par le line plot. Donc, tout ce qu'on a fait ici auparavant, c'est ce qu'on appelle le nettoyage des données et la gestion des valeurs manquantes. Donc, ça c'est-à-dire quoi? Avant d'appliquer l'intelligence artificielle, il faut assurer la cohérence et la qualité des données. Donc, soyez sûr et certain que vous avez des données qui sont assez bonnes pour pouvoir commencer à implémenter votre modèle. Maintenant, après avoir converti en Celsius les données que j'avais, vous me demandez pourquoi. C'est parce que la plupart des modèles de visualisation scientifique utilisent le Celsius pour une meilleure interprétation. Parce que le Fahrenheit, des fois, ça affiche des valeurs qui sont un peu plus grandes, plus exagérées. Maintenant, commençons la visualisation ici par notre line plot. Donc, on peut dire par exemple, visualisons la température moyenne au cours du temps en Alger. Alger ici c'est le city. C'est pour cela que vous voyez ce que j'ai utilisé city. Donc je vais aligner le temps avec la température dans une certaine ville. Et puis, je vais expliquer ces lignes parce que ça va encore une fois revenir et encore revenir plusieurs fois. PLT. PLT c'est un objet de type matplotlib. Vous voyez ici en important ma librairie matplotlib, je l'ai déclaré comme objet d'accessibilité PLT. Donc, avec mon objet d'accessibilité PLT, vous voyez ici que je peux accéder à la fonction figure qui nous aide à juste implémenter la taille de la figure que je vais faire. Et puis ici, j'ai appelé le Seaborn, l'objet d'accessibilité SNS de Seaborn pour tout simplement préciser qu'est-ce que je vais afficher. Ici, je vais afficher pour mon axe des abscisses, je vais afficher la date. Pour l'axe des ordonnées, je vais afficher la température en degrés Celsius. C'est pour cela que vous voyez l'IAC. Et puis pour les données, je vais tout simplement donner deux colonnes, la température et la cité. Et la cité ici, c'est Alger. Donc je vais récupérer tout simplement les températures d'Alger. Alors ici, je vais donner le titre en utilisant PLT title, évolution de la température à Alger. Et puis PLT.xlab, je vais tout simplement donner la date. Et puis plt.ylabel, je vais tout simplement donner la température moyenne en degrés Celsius. Et puis, la fonction savefig, ça nous aide tout simplement à enregistrer sur notre disque les affichages ou bien les images, au lieu de faire des screenshots. Donc, j'exécute cette cellule et j'ai ceci. Vous voyez ici, l'interprétation est assez très bonne. La température maximale, on peut voir que ça a allé jusqu'à quelques degrés ici, donc à 38 degrés Celsius, je crois, ou 37 degrés Celsius. Et c'était quand je vais descendre tout simplement ici en bas. Vous allez voir que ça c'était en 2005. Et ça affiche jusqu'en 2020. Donc, 2016 n'a pas de données. Pardon, les données ont été alignées à 4. Donc, il y a 1995 se trouve ici. 96, 97, 98, 2000, 2004, 8 et ainsi de suite. Donc, ça fait 4, 4, 4, 4. Et les données qui ont été affichées ici sont les données de température moyenne annuelle de chaque affichage. Donc, de chaque récolte de données. Et puis ici, on va voir aussi la distribution de la température moyenne selon un mois selon les mois, pardon. Ici, c'était selon les années. Maintenant, je vais utiliser une autre boxplot pour tout simplement visualiser les températures moyennes à Nairobi maintenant. Je vais tout simplement afficher la distribution mensuelle des températures à Nairobi. Donc, bien sûr que le code reste le même. De la classe Seaborn de l'objet SNC, je vais récupérer la fonction bien la méthode boxplot et puis dans notre fonction boxplot, je vais tout simplement afficher. Pour les X, je vais utiliser month. Vous vous souvenez, j'utilise data, pas data city. Data parce que data
contient aussi le mois et aussi la température moyenne en Celsius, tout simplement pour le citer qui s'appelle Nairobi, comme je peux faire aussi Los Angeles ainsi de suite. J'exécute ceci et j'ai un affichage pareil. Donc, je pense que ça nous montre les températures moyennes selon les années. Janvier, ça c'est janvier, jusqu'en décembre. Donc, en janvier, on a atteint, vous voyez le point bleu. Le point bleu, c'est là où il a fait un peu plus froid. Donc, ça dit que j'ai atteint ces températures-là. Et puis aussi, il y a des points rouges, là où ça fait encore plus chaud. Et je peux aussi changer ici. Au lieu de Nairobi, je peux utiliser Los Angeles. J'espère que je l'ai bien écrit. Et si j'exécute, c'est Los Angeles. Ok, vous voyez que directement, l'affichage aussi change. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et ça va tout simplement vous montrer là où il a fait le plus chaud et là où il a fait le plus froid. Donc, pour Los Angeles, on n'a jamais allé en bas de ceci, de combien? De 0 degrés Celsius toute l'année. Donc, ça a pris de 1995 à 2020. On n'a jamais allé trop loin. Et ça comprime les températures qui ont été récoltées pour chaque année dans toutes ces années qui ont été précisées. Aussi, on a aussi des bar plots pour comparer par exemple les températures moyennes entre plusieurs pays ou villes. Ici, je vais visualiser en utilisant, je vais grouper par pays. Aussi, je vais récolter la valeur moyenne en Celsius et puis tout simplement, je vais faire quoi? Je vais l'afficher en commençant par la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. Et ça nous est présenté par un bar plot. Donc, on va afficher les barres. Regardez ici. Vous voyez que ça a regroupé plusieurs villes, bien sûr. Ça a regroupé plusieurs villes. Et puis, ça a fait des valeurs moyennes. Et ça a dit, par exemple, l'unité des Arabes Unis, United Arab Emirates, ils ont des températures pouvant atteindre combien? Je crois 28 jusqu'en 2020, ça atteignait 28-29. Ça, c'était la température moyenne. Mais en Arabie Saoudite, la température moyenne allait jusqu'à 26, quelques 26 comme ça. Qatar, Singapour, India, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il fait un peu plus chaud. On peut aussi faire aussi de l'histogramme. Et aussi, chaque graphique qu'on a de montrer ici a un objectif précis. Donc, l'objectif, ce n'est pas tout simplement de l'afficher, non. Il faut savoir l'interpréter et dire quelque chose parce que l'utilisateur moyen ou bien les gens qui vous ont pas aidé à collecter ces données ne vont pas comprendre que si vous ne leur montrez quelque chose du genre. Donc maintenant, voyons l'histogramme pour tout simplement étudier la distribution de température globalement. Donc j'exécute la série et l'histogramme va prendre un peu de temps. Donc vous voyez que globalement, ici j'ai la fréquence et aussi j'ai la température en degrés Celsius. Donc la valeur la plus grande se trouve ici. Vous voyez que c'est un peu plus haut. Et aussi, on a de moins 60, moins 40, moins 20, 0, 20. Donc la valeur plus grande a été enregistrée plus fréquemment ici à 21 degrés Celsius. Et j'ai quelques 40 degrés Celsius qui se sont aussi enregistrés. Et aussi, il y a moins 60, donc moins 70 degrés Celsius qui a été enregistré. Je ne sais pas où. Peut-être que c'est une erreur de collection de données. Et puis, après ça, après l'histogramme, il faut aussi savoir l'interpréter et dire quelque chose sur cette distribution. On peut voir aussi le PA-plot. Le PA-plot aussi pour explorer les relations entre plusieurs variables numériques. Ici, par exemple, j'ai le mois, le jour, l'année et la température en degrés Celsius. Et si j'exécute, et ça va prendre un peu de temps, quelques secondes, quelques 10, 8 secondes, tout simplement pour voir comment est-ce que les 4 valeurs 1, 2, 3, 4 sont interconnectées entre eux. Et ça va nous donner une énorme variété d'affichage de nos données. Et ça, on l'appelle un PA-plot.
relations entre variables, lorsque vous voulez voir les relations entre les variables. Et aussi, les variables dont vous voulez voir les relations, ça doit être des variables qui sont continues ou bien des valeurs numériques. C'est pour cela que vous voyez que j'ai utilisé le mois, date, l'année et aussi la température moyenne en Celsius parce que ces champs-là contiennent des dates. Ok, le résultat se trouve ici. Vous voyez que j'ai beaucoup d'affichages. Et tous ces affichages-là, ça parle à un data scientist. Qu'est-ce que ça nous renseigne? Ça nous renseigne de quelque chose. Ça, c'est le mois, ça, c'est l'année. Et ça, c'est par rapport au jour. Ça, c'est par rapport à l'année. Ça, c'est par rapport à la température moyenne. L'année, le jour, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de montrer les informations. Et dire, par exemple, qu'en 2020, on a eu beaucoup de variations de température, ainsi de suite, le montrer. Maintenant, essayons d'avoir par exemple ceci, montrant seulement pour Los Angeles les données que j'ai affichées en Fahrenheit. C'est ça. Et pardon, je pense que ça... C'est juste pour l'initialisation de notre figure que je vais tout simplement afficher ici en bas. Donc, une température quotidienne pour notre cité qui s'appelle Los Angeles. Donc, je peux dire que quotidiennement, qu'est-ce qu'on a récolté. Alors, regardez ceci. Vous voyez que ça continue toujours de varier. Température moyenne en Los Angeles, je peux avoir par exemple que ça se trouve, ça c'est en Fahrenheit, bien sûr pas en Celsius. Ça navigue entre 50 et 75, donc à 25, à combien? En 70, 25, 12, à 62,5 degrés Fahrenheit. Donc c'est ça, de 95 à 2020. C'est ça les températures qui ont été enregistrées par moyenne en Los Angeles. Il y a aussi une autre qui s'appelle un heat map. Un heat map, ça nous montre là où il faisait plus chaud. Bien sûr ici, j'ai dessiné ce heat map pour seulement une seule cité qui s'appelle Los Angeles, comme je l'ai dit, parce que le data city ici, ça contient seulement des données de Los Angeles. Et vous voyez que ça nous montre là où il a fait le plus froid et là où il a fait le plus chaud et là où il a fait le plus froid. Et tout ça, ça nous aide tout simplement à explorer nos données. Et notre vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Donc, ne vous en faites pas, vous allez trouver dans les liens, là où j'ai uploadé ce code pour que vous puissiez aussi l'exploiter de votre plein temps. Et aussi, il faut savoir expliquer chaque affichage que vous avez fait et qu'est-ce que vos données nous parlent, qu'est-ce que ça nous renseigne. Parce que si vous comprenez réellement vos données, moi qui serai en train de regarder ces images, je vais dire, oh oui, donc là, il a voulu faire ceci. Et aussi, éviter d'avoir des valeurs manquantes et ainsi de suite. Ici, celle qui est un peu compliquée, c'est le heatmap qui nous permet tout simplement de repérer visuellement les périodes les plus chaudes et les plus froides. Bien sûr que ça peut nous aider à comprendre réellement la variation saisonnière des températures pour une certaine ville. Et merci. Pour plus de questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'écrire et je vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos proches et amis.